Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vous présente la pile à lire du Cold Winter Challenge. Mais avant de partir sur la présentation de tous les livres qui vont m'accompagner durant ces prochains mois, on va rappeler un petit peu les bases. Qu'est-ce que c'est que le Cold Winter Challenge? Le challenge à la base a été créé par Antonine, puis a été repris par Margot Liseuse et lors de l'Enluminé. Désormais, c'est entre les mains d'Élise de la chaîne Book & Cup qui nous propose depuis quelques années maintenant sa version du Cold Winter Challenge. Et pour cette année, une fois encore, elle nous a pas mal gâtés. Le challenge est évidemment à la base un challenge littéraire, mais désormais, Élise en a parlé dans sa vidéo de présentation, on peut y glisser des films, des séries, des animés, on peut y mettre aussi du jeu vidéo, du jeu de société, du jeu de rôle, bref, c'est assez mixte. Vous pouvez faire votre challenge, votre hiver comme vous le souhaitez. Évidemment, elle a préparé quelques petites surprises, quelques petites choses en plus, des vlogmas, je sais qu'il y a une lecture commune également, mais tout ça, je vous laisserai bien évidemment, si ça vous intéresse, découvrir le challenge par vous-même à travers la vidéo d'Élise que je mettrai bien sûr sous la vidéo. Enfin, dernière information et pas des moindres, le challenge se déroule du 1er décembre au 31 janvier. 1er février, grosso modo, vous savez, ça s'arrête à minuit, donc allez, on se dit 1er février. En ce qui me concerne, je suis en train de concocter un petit article qui permettra non seulement de reprendre cette pile à lire que je vous présente aujourd'hui, mais également la vidéo d'Élise et aussi le mood, en fait, les à côté que j'ai préparés, que j'ai pensé pour m'accompagner durant ces prochains mois. En effet, je ne vais pas faire une petite partie mood esprit Noël, j'en parlerai plus longuement sur l'article. Voilà, vous avez vu que j'ai installé la déco derrière, je reparlerai plus facilement dans l'article, mais je reviendrai sur tout ce qui est sapin de Noël, le calendrier de l'Avent, je parlerai évidemment de playlists de Noël, des films, séries qui vont m'accompagner, des jeux vidéo également, donc voilà, l'article il sera là pour ça. Mais effectivement, au moment où je tourne cette vidéo, il n'est pas fini d'être rédigé et au moment où je vais la sortir, cette vidéo, je ne sais toujours pas si j'aurai sorti l'article ou non. Si c'est le cas, je le mettrai bien évidemment dans la barre de description sous la vidéo, ça va de soi. Si jamais ce n'est pas le cas, je ferai certainement un post dans l'onglet communauté et certainement un post sur mes réseaux sociaux, peut-être en story Insta, pour dire que effectivement l'article est sorti et que vous pouvez le découvrir. Enfin, pour achever cette partie introduction, je tiens à rappeler que comme pour toutes mes vidéos type Booktube, je liste tous les livres cités dans la barre de description, donc n'hésitez pas à faire un petit tour en dessous. Je pense qu'on est bon et qu'on va pouvoir attaquer la pile à lire. Et le premier menu, le voici, le voilà, Féerie des fêtes. Première catégorie, s'embrasser sous le gui, où il faut une romance, de préférence de Noël, mais pas nécessairement. Il y a également les mots-clés drame, romantique, poison, manoir et gothique. Et en ce qui me concerne pour cette première catégorie, je sors celui-ci de ma pile à lire. Il s'agit de Petites lettres et grands miracles pour Noël de Debbie Macomber, qui est aux éditions Charleston Poche. Et le grand format est également chez Charleston. Et pour le résumé, dans le paisible village de Wenatchee, des guirlandes lumineuses ont été suspendues au toit, un épais tapis de neige recouvre les pelouses et il flotte dans l'air une odeur de biscuits de Noël. Mais le charme des fêtes ne semble pas pouvoir apaiser le chagrin de Lindy Carmichael, qui vient de perdre du même coup celui qu'elle croyait être l'amour de sa vie et sa meilleure amie. Alors quand sa mère lui conseille de renouer avec sa tradition d'enfance en envoyant une lettre au pôle Nord, Lindy est sceptique. Pourtant, la dernière fois qu'elle a écrit une lettre au Père Noël, elle avait 8 ans et un beau-père est miraculeusement apparu dans sa vie et celle de sa mère. Alors peut-être que cette année aussi, ses vœux seront exaucés. Je n'ai jamais lu de roman de cette autrice. Apparemment c'est un classique, tout du moins un best-seller par rapport aux romances de Noël et aux livres sur la thématique de Noël.
200 millions de lecteurs conquis et apparemment on est sur une romance de Noël douce et pleine d'humour. Ma foi, je ne sais pas du tout où ça va m'embarquer cette histoire. J'avoue que je suis très, on va dire pointilleuse, très tatillon quand je choisis et sélectionne les romances de Noël. Je fais très attention à ne pas tomber sur des titres qui ne me plairaient pas in fine. Donc je fais confiance généralement aux mots-clés qui accrochent mon esprit en termes de résumé. Et là, je sais pas, c'est cette question de lettres à écrire, de lettres à envoyer au Père Noël qui m'a complètement happée. En tout cas, la couverture, je la trouve très jolie et j'ai hâte de découvrir ce titre. On enchaîne avec la catégorie suivante qui s'intitule Histoire de fantômes sous le sapin. On nous parle de fantômes, de surnaturel, d'histoires courtes, de famille, de partage, mais également d'une dimension multigénérationnelle. Ainsi, je vais placer ce titre qui est le tome 4 du café Funiculi Funicula, je crois que la saga c'est Tant que le café est encore chaud, qui est écrit par Toshikazu Kawaguchi, et donc là, le quatrième tome s'intitule Le café des au revoir. Le poche est chez Le Livre de Poche, mais si vous cherchez le grand format, c'est chez Albin Michel de mémoire. Je sais, en règle générale, la littérature asiatique, je la garde plutôt pour le Blossom Spring Challenge, ou à défaut, pour le défi littéraire de l'été. Mais voilà, quand j'ai entendu les mots-clés, quand j'ai pesé le pour et le contre concernant cette catégorie, il n'y avait que ce titre pour cocher tous les mots-clés. On est sur une histoire multigénérationnelle puisqu'on a plusieurs générations de personnes qui se côtoient au café. Ce sont des histoires courtes, chaque chapitre est un morceau, une tranche de vie d'un personnage en particulier, d'un client du café qui plus est. Forcément, qui dit café dit histoire de partage, qui dit histoire tranche de vie dit histoire de famille. Et enfin, le café Funiculi Funicula est doté d'une légende puisqu'on prenant un café, vous pouvez remonter dans le passé. Il y a évidemment des règles très strictes à ce voyage temporel, mais voilà, pour moi il y a une question un peu fantastique, surnaturelle. Et enfin, le fantôme, c'est tout simplement parce qu'on est sur des personnages qui ont des regrets, des remords, un passé qui est parfois douloureux à porter. Et pour moi, la dimension fantôme, je ne l'ai pas prise premier degré, je l'ai pris plutôt dans cette espèce de prison un peu psychologique dans laquelle on peut s'enfermer, les boulets qu'on traîne aux pieds, les remords, les regrets. Voilà, c'est un peu le fantôme des Noëls passés quelque part. Chaque tome est indépendant, donc si je vous lis le résumé de celui-ci, ça ne vous spoil en rien les 3 autres tomes. Donc vous pouvez écouter à loisir ce qui suit. Je voulais que tu saches que mon bonheur, c'est à toi que je le dois. Ce sont les paroles de Monji, décidé à tout dire à sa femme plongée dans le coma. Comme lui, ceux qui fréquentent le café Funiculi Funicula espèrent y réparer le passé. Une tasse de café leur permettra de voyager dans le temps et d'adresser à l'absent le message d'amour qu'ils n'ont pas su formuler à l'époque. Ainsi, Hikari, qui se sent coupable de ne pas avoir répondu à la demande en mariage de son petit ami disparu depuis, Michiko, hantée par le souvenir de son père qu'elle a rejeté, Sunao, qui pleure son chien adoré, sauront-ils dire au revoir à leurs aimés et, ce faisant, se réconcilier avec eux-mêmes. Car pour honorer la mémoire des absents, il faut d'abord trouver la paix en soi. Voilà, je pense qu'au résumé, vous avez un petit peu mieux compris pourquoi je tenais absolument à mettre ce livre dans cette catégorie. Et comme toujours avec les romans de cette série, je m'attends à quelque chose de très doux, poétique, contemplatif et dans le même temps très tranché dans les messages portés, dans les thématiques exploitées. Quelque chose de très lumineux et amer. Donc voilà, il y a dans l'esprit, ça a représenté pour moi ce que Elise avait voulu mettre dans son challenge cette année. J'ai hâte de pouvoir me plonger dedans et de découvrir ces nouvelles vies et ces nouvelles personnes. La catégorie suivante s'intitule Au coin du feu et il faut trouver un livre qui réchauffe le cœur et le corps. Pour cette catégorie, je vous présente la librairie Morisaki de Satoshi Yagisawa qui est aux éditions Hauteville.
dans leur collection de poches qui s'intitule Kibun. Et donc par conséquent, le grand format est chez Hauteville. Takako a le cœur brisé lorsque Hideaki, l'homme qu'elle aime, lui annonce ses fiançailles avec une autre. Dévastée, la jeune femme ne supporte plus de le croiser au travail et démissionne. Takako a bien du mal à remonter la pente jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de son oncle Satoru qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années. L'homme un peu excentrique est à la tête d'une vieille librairie d'occasion implantée à Jimbocho, le quartier des bouquinistes à Tokyo. Et lui propose de venir l'aider et même de s'installer au premier étage de la boutique. Voyant enfin l'avenir lui sourire, Takako accepte et découvre parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était jusqu'alors inconnu. J'ai choisi de mettre ce livre dans cette catégorie parce qu'il correspondait pour moi à l'idée que je me fais d'un livre qui réchauffe le cœur et l'esprit. Un livre un peu tranche de vie, cosy, cocooning et apaisant. En plus de ça, je l'avais dit dans un book haul, mais j'avais lu les premières pages et ça m'avait bien plu. Donc j'ai hâte de voir de quoi il en retourne, qu'est-ce qui va se passer dans cette librairie, qu'est-ce qui va se passer aussi pour Takako, pour ce vieil oncle. Donc j'ai hâte, ça a l'air très douillet et sympathique, donc let's go. Je suis impatiente de mettre mon nez dedans et je pense qu'avec la romance de Noël, ça va faire partie de ces titres que je vais lire très rapidement. Et on termine avec la dernière catégorie de ce premier menu, c'est Deck the Halls. Et donc là, il faut lire un livre qui a l'esprit un peu festif puisqu'il faut une couverture verte et ou rouge. Là aussi, très étrangement, un titre que je prédestinais au printemps, mais voilà, je n'ai pas d'autres, enfin si j'ai d'autres livres qui ont une petite sonorité de rouge, mais pour féerer des fêtes, j'avais plutôt envie de quelque chose de tranche de vie, de doux, d'apaisant. Or, l'autre livre, qui a effectivement une couverture très rouge, et un peu plus rentre-dedans, violent, un peu plus dans la fantaisie, un peu plus dans l'imaginaire, donc j'ai préféré le garder pour un tout autre menu, et ça, je vous en parle plus tard. Donc je voulais quelque chose de doux et de réconfortant pour ce premier menu, et les chroniques d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery sont absolument tout désignées pour ça. Il s'agit d'un tome compagnon spin-off à la saga Anne de Lucy Maud Montgomery, et tout ceci, que ce soit la saga ou le spin-off, c'est édité aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Retrouver Avonlea et la saveur des premières années d'Anne Shirley à Green Gables, plongez dans ces récits drôles, tendres et nostalgiques, avec leurs habitants hauts en couleur et tous plus étonnants les uns que les autres. Découvrez sous la plume exquise de Lucy Maud Montgomery le quotidien l'extraordinaire de la vie sur l'île du prince Édouard. Partagez les joies et les peines, redéfinissez les contours de l'amitié et de l'amour, et sondez les âmes mélancoliques, obstinées et résilientes. Les 12 histoires captivantes des chroniques d'Avonlea dévoilent la richesse humaine de cette petite communauté. Donc je suis contente d'avoir ce tome parce que j'ai terminé Anne, j'ai terminé la saga, la trilogie plutôt, de Emily New Moon. Donc là, je vais mettre, on va dire, le point final à toute cette immense fresque signée Lucy Maud Montgomery. Je suis autant impatiente qu'un peu triste parce que bon, voilà, c'est un peu la fin. Je ne sais pas si on retrouve Anne, quoi qu'il en soit. Ces 12 petites histoires, je vais retrouver l'esprit de l'autrice, sa plume surtout, retrouver l'âme, l'ambiance de Green Gables et d'Avonlea. De ce fait, je suis absolument contente de pouvoir le compter dans cette pile à lire. Maintenant qu'on s'est bien ambiancé avec la féerie des fêtes de fin d'année, on va aller affronter le grand froid polaire. Première catégorie, stalactite ensanglantée. Il faut donc un thriller, un policier, un cozy mystery ou un murder mystery, ou encore tout ce qui va toucher à la peur ou au frisson. Je suis accompagnée de mon ordinateur portable, et pourquoi je suis accompagnée de mon ordinateur, c'est parce que beaucoup de ces livres, je ne les ai pas physiquement. Soit on est dans l'audiolivre, soit on est dans l'e-book, soit on est dans le livre à emprunter à la médiathèque. Je crois bien que de tout le menu, il n'y en a qu'un seul que j'ai physiquement. C'est pour vous dire.
Ainsi, premier titre pour cette catégorie, il s'agit du titre « Et Dieu se leva du pied gauche » d'Oren Miller. Je lis certes en format e-book, néanmoins si vous le cherchez en version papier, c'est aux éditions L'Homme sans nom. C'est un titre que j'ai vraiment hâte de lire, je l'avais déjà mis pour le challenge de l'été, je ne l'ai pas lu, mais il me reste en tête, j'ai vraiment envie de le découvrir. Comme je vous ai dit, le policier, le thriller, c'est aussi compliqué pour moi que les romances. Je suis vraiment très pointue, je suis vraiment très à cheval sur ce que j'ai envie de lire, parce que j'ai pas envie d'avoir des longues et sempiternelles descriptions, en veux-tu, en voilà, de choses absolument pas ragoûtantes du tout. Donc, pour me préserver, je préfère être extrêmement tatillon sur les policiers et les thrillers. C'est pourquoi je lis beaucoup d'Agatha Christie ou beaucoup de Maurice Leblanc, donc Arsène Lupin. Vous l'aurez certainement compris. J'en ai dans ma pile à lire des Arsène Lupin, mais vous le savez, j'aime pas les running gags. J'aime bien quand je prévois de lire un livre, de le lire. Et en plus de ça, Oren Miller est un pseudonyme, c'est le pseudonyme de Lucie Castel, dont j'ai découvert récemment une formation sur tout ce qui concerne le suspense, la structure et l'intrigue. Donc j'ai envie en fait de découvrir cette autrice et je vais voir ce que ça donne. Et concernant le résumé, après avoir avoué à sa femme qu'il avait toujours détesté le thé, Ambroise Perrin se défenestre sous les yeux médusés des personnes présentes. Dans un palace vénitien, Louise Duval se réveille d'une soirée de gala et découvre que 7 de ses collègues sont morts au même moment dans leur lit de cause inexpliquée. Rien ne lie ces deux affaires si ce n'est leur mystère. C'est assez pour intéresser Évariste Fauconnier, enquêteur émérite spécialisé dans les affaires que personne ne peut résoudre. Entre crime en série et esprit diabolique, le fin limier va devoir dénouer les fils d'une gigantesque toile qui risque bien d'avaler son âme autant que sa raison. C'est un e-book que j'ai vraiment, comme je vous le disais, hâte de découvrir. J'aime beaucoup le résumé, j'aime bien ce côté plusieurs petites affaires que rien ne semble relier a priori, mais il y a quand même quelque chose qui les relie, le côté un peu inexplicable, le côté un peu fantasque et surréaliste. Et j'ai hâte de voir comment les choses se nouent, se dénouent. J'ai hâte de rencontrer cet enquêteur spécialisé dans les affaires que personne ne peut ou ne veut peut-être résoudre aussi, ce fameux Évariste Fauconnier. Bref, énormément de mots-clés m'intriguent à travers le résumé, donc j'ai hâte de pouvoir me trouver un petit créneau et le lire. Autre titre qui m'intéresse pour cette catégorie, il s'agit de Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict aux éditions Pocket. Le grand format est lui aux éditions Charleston. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Je vous avoue que je ne connaissais pas l'existence de ce livre avant de le voir popper dans différentes piles à lire du Cold Winter Challenge, parce que oui, je me suis pas mal renseignée par rapport à ce menu, j'avais énormément de mal à trouver des titres. Donc j'ai été voir un petit peu ce que d'autres lecteurs, lectrices avaient choisi, et j'ai découvert celui-ci. J'aime beaucoup le côté rappel à Agatha Christie, Meurtre sur l'Orient Express. J'aime beaucoup l'idée. J'aime bien, étrangement, le fait que ça se passe dans un train. J'aime bien le cadre, en fait. Le côté Christmas Express, les Highlands. De plus, la couverture sonne très hiver, très neige. Donc ouais, là aussi, je ne sais pas du tout dans quelle direction ça va partir. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Apparemment, les notes sont plutôt mitigées sur Livre Addict à ce que je vois, mais ça ne va pas m'empêcher d'essayer à tout prix de le trouver, puisqu'il faut que je l'emprunte à la médiathèque. La catégorie suivante s'intitule Marcher dans la neige. Et on est là sur du nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature ou encore solitude. Après une catégorie stalactite ensanglantée absolument
très chargé en hémoglobine, je me suis tournée vers le contre-pied absolu. Je n'ai pas de nature writing ou de littérature de voyage, que ce soit dans la pile à lire ou même dans les différentes listes que j'ai pu trouver ça et là. Rien ne captait vraiment mon attention. Je me suis donc rabattue sur un livre que j'avais déjà mis au Cold Winter Challenge de l'année passée. Il s'agit d'une romance de Noël, mais celle-ci a ce petit truc en plus qui fait ça rentre dans la catégorie, clairement. Je vous présente donc Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia. Et en termes d'édition, vous allez pouvoir le trouver chez Hugo et compagnie, notamment leur collection Poche. Pour Léla qui tient une supérette de station de ski, Noël rime avec joie indicible que rien ne peut gâcher. Pour Matthew, médecin tatoué aux allures de bad boy, Jingle Bells est une mélodie venue tout droit des enfers. A priori, ces deux-là n'ont rien à faire ensemble et ce n'est certainement pas la magie de Noël qui va les réunir. C'est une avalanche haute comme un immeuble qui leur fonce droit dessus. Dans cette romance totalement déjantée, vous trouverez des références cultivées à Rambo et Predator, une avalanche qui fout les jetons, un secouriste qui se prend pour un ninja, des cadres faits main avec des bouts de doigts et des trombones, des conversations intimes à la lueur des bougies. Clairement ici, ça va être un crash test, soit je vais aimer, soit je vais pas du tout aimer, soit vraiment ça va être en dents de scie. C'est pour ça que je suis très contente de le découvrir en version audio, parce que ça me permettra peut-être de me faire un avis plus tranché, plus rapidement, ou bien de vaquer à mes occupations, faire du coloriage, faire du bullet journal, puisque j'ai encore mon bujo de 2025 et 26 à préparer. Effectivement, j'ai encore l'hiver à terminer. Oui, on est 2 jours du 1er décembre. Bref, tout ça pour dire qu'on est là sur une romance qui est cataloguée New Romance chez Hugo Roman. On est là sur un roman à destination des adultes pour public averti, donc avec des scènes 18+. Donc, vous l'aurez certainement deviné à mon ton un petit peu mi-figue, mi-raisin, je ne sais pas du tout où je m'embarque, je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas du tout si je vais aimer, je ne sais pas du tout si c'est fait pour moi. Néanmoins, je suis quelqu'un de très curieuse de base, et en plus de ça, si même en tant que lectrice c'est pas ma came, de toute façon, je pense que c'est tout bénef et je suis curieuse. La couverture m'intrigue, le résumé aussi. Et si j'ai sélectionné, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui a pâté mon curiosimètre à fond. Donc je ne vais pas non plus passer 3 heures à tergiverser et j'espère pouvoir le lire au moins pour le mois de décembre. La catégorie suivante s'intitule The Wild Hunt. Il faut donc trouver un livre qui parle de destinée, de prophétie, de chasse, de quête ou encore de chute. J'ai 2 livres pour cette catégorie et on va commencer avec le 2e livre audio que j'ai à vous présenter pour cette pile à lire hivernale. Là aussi, c'est un petit rappelé de la dernière fois. Il s'agit de La Fileuse d'argent de Naomi Novik, qui est pour la version papier éditée chez J'ai lu en poche. Mais si vous cherchez le grand format, vous avez la maison d'édition Pygmalion. Petite fille et fille de prêteur, Myriam ne peut que constater l'échec de son père. Généreux avec ses clients mais réticent à leur réclamer son dû, il a dilapidé la dot de sa femme et mis la famille au bord de la faillite. Jusqu'à ce que Myriam reprenne les choses en main. Endurcissant son cœur, elle parvient à récupérer leur capital et acquiert rapidement la réputation de pouvoir transformer l'argent en or. Mais lorsque son talent attire l'attention du roi des Starik, un peuple redoutable voisin de leur village, le destin de la jeune femme bascule. Obligée de relever les défis du roi, elle découvre bientôt un secret qui pourrait tous les mettre en péril. J'aime beaucoup Naomi Novik, j'avais adoré Déraciné, ce qui me fait dire qu'il faudrait absolument que je le trouve en version papier parce que j'adore son style. Là pareil, La Fileuse d'argent, ça fait un bail maintenant que je l'ai dans ma wishlist et j'aimerais vraiment découvrir en livre audio ce que ça donne et si ça me plaît, faire d'une pierre deux coups, m'acheter les 2 livres de cette autrice. Il y a Scholomance aussi qui me fait vraiment envie et même le tout dernier qui est un recueil de nouvelles. Bref, j'ai très envie de découvrir la bibliographie de Naomi Novik et cette année, j'espère enfin découvrir La Fileuse d'argent. En ce qui me concerne, je trouve qu'il est pile
non seulement pour la catégorie mais pour le menu, parce qu'on a cette ambiance très glace, très hivernale, très nordique, qu'elle arrive à insuffler à ses récits. Pas mal de petites choses qui m'interpellent et j'espère ouais, avoir une bonne expérience en termes de livre audio. Le deuxième titre que j'ai à vous présenter pour cette catégorie, c'est un livre que je dois absolument emprunter à la médiathèque s'il est disponible. Donc ça explique pourquoi j'ai le livre audio en cas de secours. On est sur La chasse fantôme d'Hermine Lefebvre qui est aux éditions Scrinéo. Il y a 400 ans, les veilleurs ont scellé la chasse fantôme en Allemagne et caché l'esprit du coryphée, son meneur, parmi les hommes. Mais un soir, le corps de la chasse résonne et les cavaliers sont libérés. Dans l'explosion qui suit, Natalis, jeune magicien prometteur de l'ordre des veilleurs, devient paraplégique et son père sombre dans le coma. Un an plus tard, la horde meurtrière frappe chaque nuit. Jugé responsable de la libération de cette dernière et suspendu de ses fonctions au sein de l'ordre, Natalis est décidé à réparer sa faute. Avec son frère Félix, il met tout en œuvre pour retrouver le coryphée dont personne ne connaît l'identité. Mais cela peut être n'importe qui, et pourquoi pas l'un d'entre eux. J'ai l'impression de retrouver un petit peu l'esprit, l'ambiance d'Aurélie Wellenstein. Vous savez que j'aime énormément cette autrice, même si j'ai pas eu la possibilité d'avancer sa bibliographie depuis un sacré bail maintenant. Mais ce titre, La chasse fantôme, il correspond à la catégorie The Wild Hunt, parce que The Wild Hunt, c'est la chasse sauvage. Et c'est un mythe, une légende qui est assez connue, notamment si vous avez joué à The Witcher 3, même si on en parle dans les opus précédents. Mais c'est vraiment The Witcher 3 qui met en avant le plus la chasse sauvage. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer à connaître un peu plus le lore, l'univers, les mythes, les légendes autour de la chasse sauvage. Donc je ne sais pas où l'autrice va m'emmener, mais je trouve que l'ambiance a l'air très sombre, très pesante. Je sais pas si je suis dedans en termes de saison, mais bon, en termes d'ambiance, je suis dans le froid polaire et dans le menu, donc moi ça me convient parfaitement. Et on va terminer ce deuxième menu avec la dernière catégorie, Let It Snow. Et il faut lire un livre dont le titre contient un mot qui se rapproche de l'hiver, du froid, ça peut être la neige, ça peut être les flocons. Et je vous présente donc la troisième romance de Noël de ce Cold Winter Challenge. Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain aux éditions Charleston Poche. Et évidemment, le grand format est chez Charleston également. Lia Josserand et son père sont très fiers de ce refuge dans lequel les reines sont élevées en liberté dans les pâturages verdoyants. Les fins de mois sont difficiles, mais jamais ils n'abandonneraient leurs animaux, et encore moins pour les vendre au chef étoilé qui voudrait les mettre à sa carte. Le temps presse pour baronner Véronique, il veut du renne à son menu de Noël. Aussi, le cuisinier n'hésite-t-il pas à s'infiltrer incognito au refuge du personnage pour en savoir plus sur cet élevage et convaincre cette étrange famille de lui vendre à bon prix 1 ou 2 caribous. La guerre semble inévitable, mais la présence d'un certain Nicolas Claus pourrait bien venir tout chambouler. J'ai adoré Les étoiles brillent plus fort en hiver l'année passée. Ça a été vraiment un très gros coup de cœur et j'étais tellement contente en plus de le lire dans voilà, le 23, 24, 25, 26 décembre de l'année passée. Peut-être que l'ambiance y a aidé, mais clairement j'ai trouvé ce roman excellent. Et comme j'ai surkiffé l'année passée, rebelote cette année avec un autre titre de Sophie Jomain, Les personnages s'éveillent sous les flocons. Je pense que je suis dedans, hein. À la neige et les flocons, je ne peux pas être plus dans la catégorie que ça. Et j'ai hâte parce que voilà, on me parle de refuge, on me parle de reine, donc déjà moi j'adore ces animaux. Et en plus de ça, voilà, on a l'ambiance Noël, on a quelque chose qui est un peu une comédie féerique puisqu'on est sur le réalisme magique, qui est un genre qui est clairement ancré dans le contemporain avec une subtilité, un petit twist, puisque là on a la figure du Père Noël, Nicolas Claus. Donc oui, je pense qu'on va retrouver le côté la plume pétillante, le côté très humoristique, comédie féerique, des personnages qui sont apparemment attachants. Je sais que je suis en train de vous lire les
les petites phrases des uns et des autres en quatrième de couverture, mais je fais confiance parce que je sais que j'ai kiffé le livre que j'ai lu l'année passée. Donc je suis très contente de l'avoir dans ma pile à lire et je suis très contente de pouvoir l'en sortir assez rapidement et j'ai hâte de me plonger dedans. Maintenant que j'ai terminé Froid polaire, on va aller dans le troisième menu qui est le menu qui change tous les ans, le menu qui donne toute l'ambiance au challenge. Elise a décidé de nommer ce troisième menu In the Dead of Winter. Pour ce menu, évidemment, elle a choisi différentes catégories, il me semble qu'il y en a 4 ou 5, et chacune de ces catégories est référencée. Ça ne sort pas tout droit de son chapeau, elle a fait d'énormes recherches, et par conséquent, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, puisque vous allez avoir pas mal de petites références, d'idées, bref, tout son travail qui va peut-être vous permettre de débloquer et de faire des choix, peut-être de trouver d'autres sources d'inspiration aussi. La première catégorie s'appelle Greetings from Krampus. On est là sur divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance et masque. Je vais donc vous présenter ce titre et effectivement vous avez dû vous en rendre compte, c'est avec celui-ci que j'hésitais pour la couverture verte et ou rouge. On est là sur Parmi les fleurs embrasées de Samantha Shannon aux éditions de Saxus et il s'agit là de la version poche. Et ce titre fait partie de l'univers du prieuré de l'Oranger. Moi perso je l'ai lu et je l'ai adoré, c'est voilà, une de mes très belles lectures de 2024 et j'avais hâte de pouvoir retrouver la plume de Samantha Shannon et aussi cet univers que j'ai beaucoup aimé. Et je suis contente parce que là, on est sur 2 ans avant le prieuré de l'Oranger, donc on va retrouver des choses plus familières. J'ai Un jour de nuit tombé qui lui se passe plusieurs années, 300-500 ans avant le prieuré de l'Oranger. Je l'ai toujours pas lu, série en 2 tomes. Donc je vais peut-être prendre soit l'année prochaine, soit l'année d'après pour le lire, comme vous le savez, de manière très lente et mesurée pour éviter de faire une overdose. En revanche, celui-ci, comme il se passe 2 ans avant le prieuré de l'Oranger, déjà ça me permet de poursuivre un petit peu mon incursion dans cette histoire, mais en plus de ça, il est très court, donc je ne vais pas me priver pour le caser ici, d'autant plus que In the Dead of Winter, j'ai envie de faire de ce menu quelque chose de très ancré dans l'imaginaire, c'était une volonté personnelle, donc j'inaugure le bal avec celui-ci et je le trouve en plus magnifique avec les petits effets un peu dorure et tout. Donc je suis impatiente de mettre mon nez dedans, surtout que en plus de ça, celui-ci se concentre sur une zone géographique qu'on a un peu vue dans le prieuré de l'Oranger, mais pas assez à mon goût, et des personnages qu'on a un tout petit peu vus, mais pas assez à mon goût. Et avant que je vous lise le résumé, je ne spoile rien en vous le lisant, puisqu'on apprend assez vite ces événements. Là, ils sont donnés, pas assez explicités, et c'est pour ça que Samantha Shannon s'est probablement engouffrée dans cette brèche pour pouvoir nous en dire davantage. Le royaume de Iskaline est l'un des plus fidèles à la religion du saint. Son roi, qui règne d'une main de fer, n'a aucun amour pour sa fille, la Domnata Marosa, qui lui rappelle trop son épouse adultère. Depuis ses 16 ans, il l'empêche de sortir du palais et de voir le monde. Marosa n'a qu'un désir, fuir le palais du salut. Cela ne sera possible qu'une fois qu'elle sera mariée au prince Obrecht et libérée du joug du roi. Ce plan est sur le point de se réaliser quand la montagne près de la cité entre en éruption et recrache des milliers de créatures draconiques. Parmi elles se trouve Feudel, l'aile droite du sans nom, le Wyrm dont tous craignent le retour. Quand le roi se soumet et convertit son royaume à un nouveau culte, tout espoir est perdu. La Domnata doit oublier ses rêves pour se concentrer sur une chose, survivre et sauver son peuple des flammes. Je suis heureuse en plus de ça parce que, comme je le disais, le royaume d'Iskaline et la Domnata Marosa, c'était vraiment des lieux et un personnage qui m'avait pas mal plu dans le prieuré de l'Oranger. Donc hâte de pouvoir la retrouver.
La catégorie suivante s'intitule Un cœur de glace froid et insensible. Il faut donc trouver un livre qui parle de magie, de féminisme, de gourmandise, de glace, de neige et d'immobilisme. J'ai 2 livres à vous présenter dans cette catégorie. Le premier, c'est perché à mi-chemin entre la relecture et la découverte. Je vous présente donc Le Monde de Narnia de Clive Staple Lewis aux éditions Gallimard. Je tiens à préciser qu'ici c'est l'intégrale, donc la belle briquette qui contient les 7 tomes, mais vous pouvez trouver les 7 tomes de manière individuelle, évidemment. Et donc, retrouvez réunis en un seul ouvrage les 7 volumes du Monde de Narnia, guidé par le lion Aslan, découvrez dans son intégralité la saga fantastique du grand romancier Clive Staple Lewis. Et donc dans le livre, vous avez le tome 1, le neveu du magicien, le tome 2 qui est le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, le tome 3, le cheval et son écuyer, le tome 4, le prince Caspian, le tome 5, l'Odyssée du passeur d'aurore, le tome 6, le fauteuil d'argent et le 7e et dernier tome, la dernière bataille. Pourquoi entre relecture et nouveauté? Tout simplement parce que cette intégrale, une amie me l'avait prêtée quand j'étais à la fac et j'avais lu les tomes 2, 3, 4, 5 et 6. Et si vous savez compter, vous vous dites mais pourquoi elle n'a pas lu le tome 1 et 7? Tout simplement parce que j'aimais tellement l'univers, j'aimais tellement l'univers, les personnages, ce que je lisais, malgré la très forte présence du discours très chrétien de l'auteur, malgré ça, j'ai beaucoup aimé ce que je lisais, la puissance de l'imaginaire, l'ode à l'enfance, les personnages même de l'univers Narnia. Donc j'avais adoré et je m'étais dit, je vais pas lire le tome 1 et le tome 7 comme ça, je m'achèterai l'intégrale et ça me permettra de relire du tome 1 jusqu'au dernier. J'avais trouvé, fut un temps, l'intégrale en occasion, seulement elle a été manifestement bouffée par des champignons, voilà, il y a eu un truc, et pour éviter en fait que ça contamine tous mes autres livres, parce que clairement il n'était pas aussi... Quand je l'ai acheté, pour être honnête, il n'était pas aussi infesté. Moi je pensais que c'était des taches de café, pour tout vous dire, qu'il y avait des taches de café, effectivement, mais il y avait des petites choses qui n'étaient pas aussi alarmantes. Et c'est un jour, à force de le bouger, le rebouger, un jour j'ai constaté que les taches avaient augmenté, qu'il y avait de plus en plus d'espèces, pas de moisissures, mais voilà, il y avait... On sentait que le truc qui avait atteint le bouquin était en train de le grignoter de part en part. Et je me suis dit que là c'était en fait le fameux El Famoso champignon des livres et qu'il fallait pas, surtout pas, que ça bouffe les autres à proximité. Donc j'ai dû me séparer de mon édition et acheter en neuf celle-ci qui, ma foi, est sympathique. J'aime bien la couverture. Et maintenant ça fait quand même un bail depuis 2024 que c'est dans ma pile à lire. Donc je vais enfin relire Narnia, en tout cas les tomes déjà lus, et enfin découvrir Le Neveu du Magicien et La Dernière Bataille. Enfin, pourquoi j'ai mis ce titre dans cette catégorie? Tout simplement parce que Un cœur de glace froid et insensible, ça me fait penser à Jadis, la sorcière blanche qu'il y a dans le récit, et puis plein de mots-clés qui correspondaient quelque part un petit peu à ce que j'avais ressenti en lisant Narnia, notamment à la glace, à la neige, mais également à tout ce qui est gourmandise, ou encore la magie. C'est écrit très petit, mais j'ai vraiment hâte de me faire en fait un avis plus rafraîchi sur ces tomes et de pouvoir découvrir le tome 1 et surtout le dernier. Autre titre qui me fait envie, et je ne l'ai pas, en tout cas pas encore, parce qu'il fait partie de ces titres que j'ai mis sur petite liste de Noël, mais je sais qu'il sera sous le sapin le 24
Et donc le but de la manip, c'est de lire certains titres que je vous ai présentés ou que je vais vous présenter, histoire qu'au 25, je puisse démarrer directement par celui-ci. C'est un livre dont j'avais déjà parlé quand j'avais fait ma vidéo sur le bilan de mi-année. Donc ça date. C'est un livre que j'attends avec impatience. J'attendais avec impatience sa sortie en octobre. Et il a été pris d'assaut à tel point que, apparemment, d'après l'autrice elle-même, certaines précommandes n'ont même pas pu être honorées. Donc c'est dire à quel point il a cartonné à son démarrage. Les retours sont plus de ça assez positifs, ce qui me donne encore plus envie de le lire le 25. Il s'agit de Rosas et Dragons de Yelena, qui est aux éditions Slalom. Qui n'a jamais rêvé d'être soi-même et d'avoir un dragon? Dans la ville d'Arc-en-Flamme, chaque habitant est lié à un dragon dès sa naissance. Depuis son plus jeune âge, Karl est complexé d'être accompagné par Brodevert, petite, rose et bavarde, avec un sens aigu du drame. Elle est pourtant son seul soutien face à sa maladresse chronique, véritable handicap dans son apprentissage de vitrailliste aux côtés de son père. Karl tente désespérément de lui faire honneur, alors quand à 17 ans, on lui confie son premier chantier, il pense que son avenir en dépend. Malheureusement, dès le lendemain, un dragon puissant détruit son œuvre. Karl n'a alors plus qu'une seule idée en tête, trouver le coupable et prouver de quoi il est capable. Prenez une bonne tasse de thé au spéculoos et suivez Brodevert, Perle-Roi, Belgarance, Mime-Pouce et Souffle-Vert dans cette histoire où les dragons ne sont pas tous des monstres et où la princesse n'a pas besoin, ou presque pas besoin, de personne pour la sauver. Là aussi, je suis en plein dedans en qualité mots-clés pour la catégorie, puisqu'on a de la magie, on a un message qui est très engagé sur les stéréotypes, on parle de gourmandise, le thé spéculoos forcément, on a ce côté immobilité par voilà, la maladresse, par ce personnage qui a l'air de clairement souffrir de sa maladresse et qui a envie de faire bouger des choses. Voilà, je trouve ça assez intéressant de voir l'immobilisme non pas physique mais peut-être psychique. Je suis méga refaite de pouvoir enfin au 25 décembre ouvrir ce titre que j'attends depuis le mois de juin. La catégorie suivante s'intitule Le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver. Et les mots-clés sont amour, mythe, folklore, démon et beauté. J'ai bien fait de vérifier la signification d'un mot en particulier par rapport au titre que je vais vous présenter, parce que sinon je ne serais pas partie pour le mettre dans ce challenge. Ravie d'avoir eu cette fulgurance, parce que sinon j'aurais mis autre chose à la place. Je vous présente donc le tome 4 des Chroniques de l'érable et du cerisier, La nuit du Tengu, qui est de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Les Tengu, qui sont appelés chiens célestes, sont un type de créatures légendaires de la religion populaire japonaise, et ils sont aussi considérés comme des dieux shinto, donc des kami, ou comme des yokai. Donc déjà, le côté démon, esprit, yokai, le côté mythe, folklore japonais, donc j'ai vraiment bien fait de vérifier la signification de ce mot. Ensuite, je ne vais pas faire le résumé du tome 4 parce que là, clairement, c'est le dernier tome de la série, ça serait un peu nul de ma part. Donc, je vais plutôt vous lire le résumé du tome 1. Dans le Japon du début de l'ère Edo, Ichiro, un enfant abandonné, est recueilli et élevé loin du monde par un ancien samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Quand des événements dramatiques bouleversent sa vie, il part pour Edo. À 15 ans, il doit survivre seul dans une ville labyrinthique où l'attendent 1000 dangers. Une nuit, il découvre une mystérieuse jeune fille au visage dissimulé. C'est très succinct, mais c'est clairement ce dont vous avez besoin si jamais vous n'avez toujours pas cédé aux appels de phare concernant cette saga qui est absolument géniale. On est là sur un roman très poussé, recherché sur le Japon du XVIIe siècle. On parle de guerre, de religion, on parle de différence, on parle d'acceptation de soi, on a des messages très engagés, que ce soit sur le féminisme ou encore par rapport à la communauté LGBT.
On a beaucoup d'aventures, de péripéties, de révélations. On a quelque chose qui est très lent et contemplatif au niveau de la plume, mais qui est en même temps très tendu et très poussé. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'atmosphère que Camille Monceau a su insuffler tout au long de cette fresque, parce que c'est des beaux livres et des bons pavés, on va pas se mentir, mais c'est absolument incroyable à lire. Et tout selon Laïus, pour vous dire à quel point je suis partagée, forcément très enthousiaste à l'idée de découvrir ce dernier tome, et redoutant un peu par la même occasion la fin de toute une épopée qui m'aura accompagnée depuis plus de 5 ans maintenant. La catégorie suivante s'intitule Hutte, petite hutte. Tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Les mots-clés sont maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. J'ai 2 romans à vous présenter, un que j'ai dans ma pile à lire et un autre que j'aimerais trouver à emprunter à la médiathèque. Et on va commencer avec celui que je tiens dans la main, Le sorcier de Monde Brume de David Brie aux éditions Nathan. David Brie, j'ai adoré son roman Que passe l'hiver, que je vous recommande chaudement parce qu'il sera parfait pour pas mal de catégories de ce Cold Winter Challenge. Et forcément, vu que j'ai adoré ce que faisait l'auteur dans Que passe l'hiver, je me suis dit, bon, là effectivement, d'un roman adulte, on passe à un roman jeunesse-ado. Néanmoins, je suis très curieuse de redécouvrir l'auteur à travers ce récit qui a l'air, ma foi, très intéressant. Dans un monde de brume et de mystère, 4 amis affrontent un terrifiant sorcier. Le prince Joachim et ses amis célèbrent la fête annuelle du château de Roquetonnerre quand les festivités sont interrompues par l'émissaire du sorcier. L'homme à la cape noire est venu chercher sa nouvelle victime qui devra se rendre à la forteresse du sorcier pour ne plus jamais revenir. Et cette fois-ci, c'est Joachim qui le désigne. Le résumé dit certaines choses, mais en cache quand même pas mal, ce qui fait qu'on est sur quelque chose d'assez mystérieux, d'assez brumeux, parfait du coup pour répondre à la thématique du roman. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que David Brie nous réserve dans cette histoire qui a l'air d'être un roman de fantaisie et d'aventure, avec quand même pas mal de magie, de suspense, quelque chose d'un petit peu pesant. Donc je retrouve un peu, je pense, l'ambiance de Que passe l'hiver. Donc un titre qui me fait très envie et qui me tarde de lire. Et j'enchaîne avec le titre que j'aimerais emprunter à la médiathèque. C'est actuellement une trilogie, mais j'aimerais d'abord trouver le premier tome évidemment. Il s'agit d'Aurora, tome 1, l'expédition fantastique de Vashti Hardy aux éditions Ozo. Êtes-vous prêt à vivre une aventure extraordinaire? Quand les jumeaux Arthur et Maudie apprennent que leur père, l'explorateur Ernest Brightstorm, est décédé lors d'une expédition pour Polaris Sud, ils ne veulent pas y croire. Ils s'embarquent alors eux aussi dans la même direction à bord du dirigeable Aurora. Leur périple est ponctué par des événements fantastiques et la rencontre avec des animaux doués de grands pouvoirs. C'est loin de toute civilisation que se trouve la vérité sur Ernest Brightstorm, et Arthur et Maudie sont bien décidés à la découvrir. Écoutez, je suis plutôt curieuse de découvrir cette saga dans son intégralité. Je sais qu'il n'y a que le premier tome à la médiathèque, donc si jamais ça me plaît, il faudra que je trouve les 2 autres autrement. Néanmoins, j'ai très envie d'avoir cette part de roman jeunesse, d'aventure, de péripéties. Je garde de près, de loin la référence à, pas forcément Noël, mais à l'hiver, puisqu'apparemment on se rend à Polaris, donc il y a peut-être une référence au froid et à l'hiver. J'extrapole peut-être. Mais je suis curieuse de savoir ce que ça donne. Et puis ça fait partie, c'est des romans qui sont plutôt 9-12 et ça fait partie de cette tranche d'âge pour lequel j'ai très peu lu de choses. Et j'aimerais bien combler certaines lacunes en prenant des notes, en cherchant quelques titres intéressants. Parce que en tant qu'autrice, j'aimerais bien me constituer comme ça des petites, pas forcément des petites piles à lire, mais des références
pour trouver, pas forcément de l'inspiration, mais pour comprendre comment ça fonctionne, comment c'est écrit, comment c'est pensé, jauger un petit peu le vocabulaire aussi, le nombre de signes, enfin bref. Vous avez compris, dans ce Cold Winter Challenge, il y a quelques titres qui sortent de ma zone de confort, ne serait-ce que pour m'aider en tant qu'autrice à affiner un petit peu mon travail. Dernière catégorie du Cold Winter Challenge et de ce menu, il s'agit de la chute du roi Wu. Et en termes de mots-clés, on est sur combat, sur changement, cycle, la mort, les fées et enfin royauté. J'ai exactement 2 livres à vous présenter pour cette dernière catégorie et on va commencer par le livre en version numérique. Il s'agit du premier tome de Grand Siècle, l'Académie de l'Éther de Joanne Elliott aux éditions Nemos. L'ambitieux lieutenant de frégate Baptiste Rocher présente au jeune Louis XIV une étrange météorite sphérique rapportée de son dernier périple en mer. Médusé, le mathématicien et penseur Blaise Pascal y trouve alors une terrifiante source d'inspiration. Ces découvertes bouleverseront à tout jamais le destin du roi Soleil et de son royaume, ainsi que les vies d'une fratrie tentant d'échapper à la misère et impliquée bien malgré elle dans les drames à venir. Noble comploteur, invention géniale de Pascal, imprimeur libelliste, malfrat sans pitié de la cour des miracles et mousquetaire désenchanté, peuple le théâtre d'un monde sur le point de basculer dans un grand siècle futuriste, entre ombre et lumière, entre la terre et les étoiles. On est là sur un roman uchronique, puisqu'on est à la fois dans le genre historique et dans la science-fiction. C'est clairement ce que j'aime, je suis une très grande fan de tout ce qui est Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, donc moi déjà je suis refaite. En plus de ça, on a ce côté, comme je vous disais, uchronie, donc on baigne dans l'histoire, notamment là, le siècle de Louis XIV, mais il y a cette subtilité, ce twist, qui fait qu'on a l'air de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus futuriste, beaucoup plus scientifique, technologique. Donc je suis impatiente de voir où est l'instant T qui a tout basculé, de voir quelle histoire va être contée, parce que là on a presque en termes de résumé une petite explication de l'ordre d'univers en fait, comme un point de départ, mais j'ai pas senti l'intrigue derrière cette petite présentation, donc je suis très impatiente de pouvoir voir de quoi il en retourne. Je n'ai jamais lu de roman de Joanne Elliott, donc c'est l'occasion aussi de découvrir cet auteur. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter est une relecture que j'aimerais faire. J'aimerais relire la saga Eragon en commençant cet hiver par le premier tome Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. Et là ça va être une sacrée relecture puisque ce livre est sorti en 2003-2004 et je crois que le film est sorti en 2007 parce que je sais que j'ai été le voir au cinéma. Et donc j'avais déjà lu le premier tome en plus de ça. Donc en gros, je suis en train de vous dire que ma seule et unique lecture d'Eragon a été il y a 20 ans. Ce qui va être assez intéressant parce qu'en 20 ans il s'en est passé des choses. En 20 ans j'en ai lu aussi des livres. Donc je suis très curieuse de savoir où ça va me mener, qu'est-ce que je vais penser, est-ce que je vais avoir le même enthousiasme, la même lecture, la même expérience de lecture qu'il y a 20 ans, est-ce que je vais trouver des choses longues, est-ce que je vais pas passer un bon moment, j'en sais rien du tout, ça se trouve je vais pas aimer cette relecture, je me le souhaite pas, vraiment pas, et j'espère pouvoir au fil des saisons caler les autres tomes, donc l'aîné, Brisinger, l'héritage et enfin Murtagh. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Eragon, on est sur un roman ado de fantasy. Voilà bien longtemps que le mal règne dans l'empire de l'Alagaësia et puis un jour le jeune Eragon découvre au cœur de la forêt une magnifique pierre bleue étrangement lisse. Fasciné et effrayé, il l'emporte à Carvahal, le village où il vit très simplement avec son oncle et son cousin. Il n'y
n'imagine pas alors qu'il s'agit d'un œuf et qu'un dragon, porteur d'un héritage ancestral, aussi vieux que l'Empire lui-même, va en éclore. Très vite, la vie d'Eragon est bouleversée. Contraint de quitter les siens, il s'engage dans une quête qui le mènera aux confins de la Lagaesia. Armé de son épée et guidé par les conseils de Prom, le vieux conteur, Eragon va devoir affronter avec son jeune dragon les terribles ennemis envoyés par le roi dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite. Eragon n'a que 15 ans, mais le destin de l'Empire est désormais entre ses mains. Franchement, j'ai hâte, parce que je garde un très très bon souvenir de toute cette saga, du temps que j'ai eu pour la lire, parce qu'on est quand même sur des beaux pavés. Et ouais, j'ai hâte de retrouver Eragon et les autres, de remettre un pied dans la Lagaesia. Ça va être très particulier, mais je suis impatiente. Voilà, c'est désormais finito pipo. Je vous ai présenté les 18 livres audio, livres numériques, livres papier, livres empruntés, peu importe, mais les 18 titres qui vont m'accompagner durant ces prochains mois, donc décembre, janvier. Si jamais vous participez au Cold Winter Challenge, ou si jamais vous avez une pile à lire hivernale, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je serai ravie de la découvrir, que ce soit en commentaire ou le lien vers un article de blog ou vidéo, peu importe. Ensuite, je vous dirai que si jamais vous les avez lus, si jamais ils vous tentent, s'ils sont dans votre wishlist, dans votre pile à lire, si vous comptez les lire vous aussi pour les prochains mois, n'hésitez pas non plus à m'en parler en commentaire, histoire d'échanger un petit peu. Évidemment, blabla habituel, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne évidemment. N'hésitez pas non plus à faire un tour dans la description, vous avez tout ce qu'il faut, les livres cités mais pas que, les liens vers la vidéo d'Élise, également les liens vers mes réseaux sociaux, les autres livresses, que ça peut être aussi si jamais vous avez envie de me soutenir via Patreon ou Tipeee, c'est également à votre disposition. Vous avez toutes les bonnes épices, histoire de faire vos sablés préférés. Enfin, je profite de vous avoir face caméra pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs, faites de très très belles lectures et profitez des derniers jours de 2025. Il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo en vous souhaitant de très belles lectures. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!